Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un test son. Est-ce que vous vous entendez? Bonjour, oui, on vous entend. Oui. Bien. Bonjour. Ce que je vais vous proposer, dans un premier temps, comme vous êtes plus de 80 a priori connectés, c'est de bien veiller, ou alors on le fait de manière autoritaire, on coupe tous les micros pour pas qu'il y ait d'interférence. Évidemment, on rétablira pour le temps des échanges. Voilà, ça commence. Donc, si la personne qui parle peut couper son micro, Parce que Romain va muter, vas-y. on mute tout le monde. Voilà. Je vais donc commencer par faire un tour de table. Alors, en visio, pour nous dire que nous excusons le maire de Palaiseau, Grégoire de la Série, qui ne peut pas être là, mais présent en visio ici, Charlie Guillard, le directeur général des services de la ville de Palaiseau, est connecté, ce qui peut nous faire un petit signe. Ouais. Oui, je le vois. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. J'imagine que vous m'entendez. Oui. Bonjour Très à bien. tous. Je ne suis pas directeur général des services, hein, pour l'instant en tout cas. Je suis directeur général des services techniques et de l'aménagement. Tu avais donné une promotion, Charlie. Voilà, la grande générosité. Et qui s'exprimera également tout de suite après l'introduction que nous allons faire. Et j'en profite donc pour faire un tour de table des personnes qui sont présentes ici à l'EPA. Alors Romain, vas-y. Tu peux. Romain Forçant, chargé de communication à l'EPA Paris-Saclay. Joanne Reynaud, je viens de rejoindre l'équipe KEP pour l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Chloé Ménard, chef de projet au sein de l'équipe de Paris-Saclay, École Polytechnique et direction de l'aménagement. Francesca Gramagna, chef de projet sur la ZAC du quartier de l'École Polytechnique. Pieter de Wage, architecte urbaniste chez XDGA. Je représente le groupement de maîtrise de l'œuvre urbaine. Et Marianne Desserrières, directrice de projet sur la ZAC du quartier de l'École Polytechnique à la direction de l'aménagement de l'EPA Paris-Saclay. Voilà, merci. Vous avez les forces vives, enfin, une partie des forces vives de l'EPA. Alors, je voulais resituer, puisque ça fait, pour celles et ceux qui nous avaient croisés donc à ce salon, le MUPIM, nous avions annoncé au mois de mars 4 consultations, et nous y sommes presque, puisque c'est la 3e que nous organisons cette année, de nouvelles programmations de logement, donc du logement familial, sur l'opération d'intérêt national Paris-Saclay. Nous avons donc ouvert le bal il y a un mois sur Orsay, le quartier de Corbeville. C'est juste un rappel dans des procédures d'AMI, en tout cas, qui ont chacune leur spécificité. Nous avons enchaîné ensuite sur les Yvelines avec Versailles. Nous avons annoncé la consultation de 400 logements. Je le dis parce que les consultations sont parties, les réponses sont déjà en cours côté maîtrise d'ouvrage et ou maîtrise d'œuvre associée. Nous lançons ce jour, et c'est l'objet de ce webinaire, le quartier de l'École Polytechnique. Enfin, nous lançons une nouvelle consultation sur le quartier de l'École Polytechnique dont on va préciser effectivement les attendus, l'ambition qu'on porte avec la ville de Palaiseau sur ces îlots postes, bandes centrales, je vais les appeler comme ça. Et nous aurons, j'en profite pour vous faire l'annonce, sur la ville de Gif, à la rentrée, un nouveau webinaire sur la consultation, sur la ZAC du Moulon, cette fois-ci, dans le secteur dit de la ferme du Moulon. Ça traduit cette ambition qu'on porte, que nous demandent les administrateurs et les collectivités de développer, de continuer à développer ces opérations dans le contexte que nous connaissons tous actuellement, qui est un contexte compliqué sur le plan économique, où, et je sais que l'AFPI est très présente sur le sujet. Nous avons à la fois cette crise de l'offre, cette rareté foncière d'une manière générale en Île-de-France et une conjoncture aujourd'hui qui n'est pas bonne, on le sait. On le sait avec les opérateurs que nous avons déjà qui sont en phase de permis de construire et de commercialisation. Ceci étant dit, l'OIN est une opération au long cours. Nous continuons à lancer des opérations parce qu'on pense que c'est important, qu'il y a un vrai besoin. On rappelle ici que lorsqu'on appuie sur le bouton, c'est des logements qui sont livrés à minimum
2026 maintenant? 2026. Au mieux 27. Nous verrons tous et nous serons attentifs à ce qui va se passer en 2024-2025. Nous avons tous les yeux rivés sur les mêmes critères, les taux d'intérêt, les coûts de construction. Pour autant, la politique et l'ambition qu'on porte sur ces quartiers, et notamment à la qualité des constructions que nous coproduisons en tant qu'aménageurs et vous, maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, elle est toujours la même. Elle ne peut pas se résoudre à l'aune d'une crise conjoncturelle lourde, certes, mais nous produisons pour 50 ans. Je le redis parce que j'ai beaucoup de débats avec, on a beaucoup de débats effectivement aujourd'hui avec certains opérateurs et de voir comment on arrive à continuer à produire ces opérations de qualité. Sur le quartier de l'école polytechnique, c'est une opération, vous êtes présenté dans ses ambitions, qui a démarré depuis 10 ans. Je resitue quand même globalement la facture sur l'OIN et sur le campus urbain. Redire aujourd'hui que sur ce campus, les 3 axes, en réalité, Versailles, Satori, Versailles-Billancourt, je vais y arriver, Versailles, Orsay et GIF, la partie académique est terminée. Nous avons, avec l'installation de l'agro sur Palaiseau et de biopharmachimie sur le Moulon, terminé la partie académique. Les 30 000 étudiants sont là, les 2700 doctorants sont arrivés depuis le mois de septembre. Toutes les grandes écoles sont installées. Donc ça produit une tension forte, notamment sur le logement étudiant, puisqu'on n'est pas au bout de la production des opérations, logement étudiant privé et public. Et ça produit aussi aujourd'hui l'arrivée d'autres grands groupes privés qui ont pris la relève de la R&D publique. On concentre aujourd'hui d'ores et déjà 40% de la R&D publique sur le territoire. Ça a été l'arrivée cette même année 2022 qui a un peu béni des dieux finalement, puisqu'on a eu aussi les sièges mondes de Danone, R&D de Danone et de Servier qui se sont installés. C'est le temps de l'hybridation, je le redis. Il y avait conseil d'administration hier, avec ces grands groupes qui drainent. Servier, c'est 1200 salariés, dont déjà certains sont en recherche de solutions de logement dans les 3 ans à venir. Et on continuera sur d'autres installations qu'on vous annoncera, j'espère, à la rentrée, sur d'autres grands groupes. On redit, Saclay est aujourd'hui identifié, en tout cas en matière de R&D par les grands groupes au niveau mondial. On est dans les 8 spots aujourd'hui de R&D qui sont identifiés au niveau international et au niveau national, que ce soit en développement tertiaire et ou quartier d'habité. Donc, ce qui nous porte aujourd'hui sur Palaiseau, avec le maire de Palaiseau, c'est la poursuite des opérations qui sont engagées en matière notamment de logements familiaux, et au-delà de l'opération que nous développons aujourd'hui avec DBI, Pitch et SEGEPROM sur le central. Et donc, comment on continue aujourd'hui à construire ce quartier, à fabriquer cette intensité urbaine, logement familial, logement étudiant, commerce, tertiaire, espace public, pour fabriquer ces quartiers de gare, avec une gare dont on rappelle son arrivée, comité de pilotage encore il y a 2 semaines avec les SGP. La gare est verrouillée en septembre 2026, avec une pré-livraison en mars 2026. Et début 2027, nous serons à 35 minutes de la gare de Lyon sur la ligne 18, automatisée, 5 minutes en heure de pointe, sans grève, à la livraison de ces futurs logements dont nous allons parler. Donc voilà un peu l'équation. L'important, c'est qu'on puisse, et je pense, Charlie, que tu puisses confirmer l'attente de la ville de Palaiseau là-dessus, et puis qu'on vous précise ensuite, avec Ariane, la présentation des lots qu'on va mettre en compétition, des ambitions paysagères qu'on porte depuis le départ avec Igélia et Peter qui étaient à nos côtés, et puis ces modalités de consultation précises, comment aujourd'hui nous souhaitons fabriquer ces attelages de promoteurs architectes. J'en termine là, j'ai dépassé les 5 minutes. Tu passes la parole à Charlie? Oui, Charlie? Oui, Pierre, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien. Bien, donc je viens de me présenter. Moi, je suis directeur général adjoint en charge des services techniques et de l'aménagement et j'étais précédemment responsable du service du développement urbain. J'accompagne le projet depuis maintenant plusieurs années. Et effectivement, j'excuse monsieur Delastéry qui ne pouvait pas être présent, mais qui m'a quand même chargé de transmettre un certain nombre d'éléments qui recoupent ce que Pierre vient de dire. Sur ce projet, ce qui est important pour nous, c'est on accompagne un projet urbain d'ampleur, et on a la volonté avec les PAF de proposer un cadre de vie qualitatif. Pierre a parlé à l'instant
des transports de la ligne 18. On a aussi une pluralité de services et d'équipements publics sur lesquels on travaille d'arrache-pied avec les PAPS en ce moment, groupes scolaires, pôles sportifs et autres. On a aussi envie, et on a déjà commencé à développer une offre commerciale de qualité, des espaces verts facilement accessibles, des espaces publics agréables également. Et ce qu'on souhaite aussi côté Palaiseau, alors la vue aérienne, elle est intéressante parce qu'on voit bien le côté plateau et vallée, mais on souhaite, nous, travailler au renforcement des connexions et de l'interaction entre ce quartier et le quartier historique, et les quartiers historiques de Palaiseau. Vous voyez en dessous, là, le quartier de Lozère notamment. Ça, c'est un point important pour nous. Ça a été évoqué tout à l'heure par Pierre. Il y a effectivement aujourd'hui un marché de l'immobilier qui connaît des difficultés, mais qui aujourd'hui ne nous fait pas remettre en cause l'ambition qu'on a de s'adresser d'abord à un public familial, constitué prioritairement de propriétaires occupants sur les opérations en accession. On y travaille évidemment. On porte une attention particulière à la qualité de vie dans les logements avec les PAPS. Et si la qualité intérieure est une priorité, on travaille aussi beaucoup sur l'intégration urbaine et architecturale des bâtiments. Vous savez qu'à Palaiseau, on aime bien l'architecture qualitative, intemporelle, tant dans ses formes que dans la matérialité employée. Et on est évidemment très vigilant au rapport à l'espace public. Et on a aussi un enjeu important, et spécifiquement à l'échelle de cette opération, qui cumule, je pense qu'on rentrera peut-être dans le programme tout à l'heure, un lot en accession et un lot locatif social, d'avoir une qualité architecturale homogène sur l'ensemble des opérations. On parlera forcément de performance environnementale, qui est un point auquel la ville est évidemment sensible. Et un dernier point, et je m'en arrêterai là à ce stade, on souhaite qu'une équipe ambitieuse et à l'écoute des attentes, tant de l'EPAPS et de la collectivité. Pierre, Marianne et toutes les équipes savent qu'avec Monsieur le maire, on apprécie beaucoup se rendre sur les chantiers, travailler sur les échantillons, les matériaux, les prototypes et au final, généralement, quasiment systématiquement, les opérateurs nous remercient de ce travail partenarial qu'on a réussi à mettre en place. Voilà. J'en dirai pas plus aujourd'hui, puisqu'il y a des questions ultérieures. Enfin, j'en dirai pas plus là dans l'immédiat. S'il y a des questions, on pourra évidemment y répondre. J'imagine que maintenant, Marianne, Pierre, vous allez rentrer un peu plus dans le programme. Absolument. Merci beaucoup, Charlie. Effectivement, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu en arrière sur les diapos, s'il te plaît, Johan? Voilà, je voulais juste dire encore un petit mot, et Pierre l'a déjà un peu dit, on est effectivement dans un quartier qui commence déjà à se constituer. On est à peu près à mi-chemin dans l'engagement des opérations sur la tête du quartier de l'École Polytechnique. Et on le voit assez bien sur les images de référence qui sont mises ici. On a déjà livré la quasi-totalité du programme de résidence étudiant. On a livré la totalité du programme d'enseignement supérieur et de recherche. On voit une image de Campus Agro en haut à gauche notamment. Et on a livré des espaces publics majeurs, la place Marguerite-Perret, une partie du parc du Green et aussi les infrastructures comme le viaduc de la ligne 18 qui est en construction. Donc aujourd'hui, c'est une étape vraiment cruciale avec l'arrivée des logements de franchir cette deuxième moitié de la vie de la ZAC et de créer effectivement la vie de quartier qui a commencé aujourd'hui avec les résidences étudiants, les salariés et les premiers commerces, mais qui demande évidemment à être consolidé avec l'arrivée d'habitants hors étudiants. Donc on a lancé, les travaux commencent pour le pôle sportif qui est intégré à une résidence étudiant, donc un pôle sportif qui sera un équipement communal. Le chantier commence en ce moment même et au stade des études, là, un groupe scolaire qui évidemment sera là pour l'arrivée des premiers logements. Premiers logements donc, qui sont dans l'opération Le Central, Pierre l'a évoqué tout à l'heure, donc toute une très grosse opération mixte de logements, de bureaux labos, de commerce et d'équipements publics qui donc arrive dès la fin 2025, début 2026 et s'étalera donc sur 2 ans. Juste aux côtés de l'agro, et on va le voir après, les 2 lots dont on va parler aujourd'hui sont vraiment mitoyens de cette opération du Central et s'inscrivent totalement dans la continuité de cette première étape de logement. Donc j'en viens à notre consultation. Donc les 2 lots qui nous occupent, et Peter expliquera le contexte urbain précis dans lequel ils s'insèrent, mais ce sont donc 2 lots
qui sont en cœur de ZAC, vraiment à proximité immédiate de la future gare de ligne 18. Donc, le lot P21B, alors le P c'est pour pôle gare, et le lot C22A, le C étant pour bande centrale. Donc on est sur vraiment deux lots qui sont au cœur du quartier, et Peter expliquera la forme urbaine très particulière de ces îlots à court. On est sur des lots qui viennent compléter des demi-lots existants qui sont aujourd'hui des résidences étudiants des deux côtés. On a deux espaces publics majeurs autour desquels, tu peux, juste une seconde, deux espaces publics majeurs qui se situent, ou trois même, autour de ces deux lots. On a la place Marguerite-Perret qui existe d'ores et déjà et sur laquelle existent déjà des commerces et qui est vraiment le cœur vivant du quartier déjà à l'heure actuelle. On aura un nouvel espace public qui sera la place des Roches Bleues qui est un élargissement de notre axe central qui est déjà un axe majeur dans le quartier, très piéton, très planté. Et au contact de nos deux lots de logement, on a prévu un élargissement de cet espace public pour accueillir notamment des jeux pour enfants au pied de ces nouvelles résidences. Et puis, un tout petit peu plus à gauche, la place de l'agronomie, donc qui est une nouvelle place, là aussi, qui sera créée devant l'entrée du campus agro. Donc, on est vraiment sur deux lots qui ont une place très importante dans le cœur du quartier, qui sont sur le parcours des deux petites polarités commerciales, donc la place Marguerite-Perret d'une part, la place de l'agronomie, et qui jalonneront comme ça le parcours de cœur de quartier. Nos objectifs, alors ils ont déjà été évoqués à la fois par Pierre et par Charlie Guillard, mais ils sont, on a résumé ici les 4 principaux objectifs. Ils sont évidemment beaucoup plus détaillés dans les documents de consultation, mais on voulait insister là-dessus aujourd'hui. Premier objectif très important, construire bas carbone et sobre en énergie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à la fois une constante dans les consultations, mais c'est des objectifs que l'on porte très fort et que l'on tient à maintenir jusqu'au bout et jusqu'à la construction des bâtiments. Donc, c'est une consultation qui s'inscrit dans les objectifs du pacte FIBOA Île-de-France, dont on est membre. Donc avec 50% au minimum de la surface de plancher développée en structure bois, le recours à des matériaux bio et géosourcés sur l'ensemble des bâtiments, la sobriété de la matière évidemment, et puis des futures constructions qui doivent s'inscrire déjà dans le niveau 2028 de la RE 2020 pour la partie logement. Évidemment, tous ces objectifs sont détaillés plus largement dans les documents de consultation. On a évidemment comme deuxième ambition aussi le fait de construire des logements de qualité. On est sur un secteur dans lequel on crée de toutes pièces une nouvelle offre de logements qui n'existe pas forcément dans ce secteur du campus. Des logements collectifs, certes, mais des logements bien conçus, confortables, agréables, spacieux, évolutif ici, avec des espaces extérieurs systématiques. C'est vraiment des choses auxquelles on tient, et notamment parce qu'on souhaite que des personnes aient envie d'habiter sur le campus urbain, ce qui aujourd'hui est assez minoritaire. Il y a peu de logements qui existent d'ores et déjà, et on souhaite que cet habitat collectif nouveau que l'on crée réponde à cette ambition de qualité. Charlie Guillard l'a dit également, on a un fort enjeu de diversifier l'habitat. On souhaite s'adresser en particulier à des familles et des familles qui travaillent et qui vivent sur place. Maximiser la part de propriétaires occupants. Donc, dans les 2 étapes de la consultation, en phase candidature et en phase offre plus tard, on vous demandera vraiment de travailler sur la typologie des logements, les produits, comment toucher les publics familiaux du secteur, quelle stratégie de commercialisation, quelle ventilation des différentes typologies, etc. Et puis, dernier point, mais qui est très important, et vous l'avez compris peut-être sur les cartes et juste avant, on est donc sur un chantier en site occupé. On vient donc fermer 2 lots qui existent d'ores et déjà, qui abritent des étudiants. Des logements seront en cours de livraison juste à côté sur l'opération du central et seront en construction. Donc, on aura un chantier qui sera contraint. C'est pour ça qu'on a lié aussi ces 2 consultations. On a voulu en faire un seul chantier. C'est pour cela qu'on a conçu cette consultation comme ça. Un chantier majoritairement hors site si possible, qui fait appel à des filières sèches pour réduire les nuisances aux habitants du quartier. Voilà les principaux éléments d'objectif. On y reviendra plus tard avec Francesca sur l'organisation de la consultation, mais donc nous avons 2 lots. Le lot P21B, donc, qui vient refermer une résidence étudiante sociale, qui donc, est un lot de logements locatifs sociaux, avec une part d'habitat inclusif également. On a déjà choisi les 2 opérateurs pour ces 2 programmes. Ils achèteront en VFA au groupement qui sera sélectionné dans le cadre de la présente consultation. Donc, on est sur environ 3590 m² de SDP
de surface de plancher pour la partie de logements locatifs sociaux. Donc, c'est essentiellement des logements locatifs sociaux et quelques logements en PSLA. Et puis, la partie habitat inclusif, donc c'est une typologie particulière de grande colocation pour des personnes handicapées en parcours d'autonomie, donc environ 460 mètres carrés de surface de plancher au total, avec une localisation déjà liée aux contraintes particulières, donc ce ne sera pas nécessairement R+1 avec des espaces extérieurs spécifiques. Deuxième programme, donc le lot C22A, qui là aussi donc, vient refermer une résidence étudiante qui, elle, est du logement étudiant libre. On est sur donc environ 7715 mètres carrés de surface de plancher, donc 105 à 110 logements, en accession libre, en locatif libre et ou intermédiaire. Donc là, vous verrez qu'on a des attentes particulières en termes de proportion de propriétaires occupants, et on attend de vous une vraie réflexion donc, sur la répartition entre les autres produits. On a également à rez-de-chaussée de ce programme un équipement public petite enfance pour environ 460 mètres carrés de surface de plancher, donc, qui sera un équipement public acheté en VFA par l'établissement public et remis ensuite à la ville pour environ 30 berceaux. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Peter de Waage pour vous expliquer l'insertion urbaine et architecturale du projet. Okay. Merci, bonjour tout le monde. Donc, je vais faire une présentation concise du contexte urbain et quelques attentes qu'on a pour ces lots. On aura l'occasion, avec certains d'entre vous, de rentrer plus dans le détail lors d'un lancement de concours. L'idée ici, c'est de vous donner une idée du contexte dans lequel, donc urbain, paysager et architectural, dans lequel vous allez vous insérer, et vous donner aussi des éléments pour vous présenter et vous enthousiasmer. Donc ici, ce qu'on a sous les yeux, c'est l'échelle du campus urbain, avec encadré en blanc les quartiers de l'école polytechnique dans lequel le quartier Lazac, dans lequel se trouvent les deux opérations. Pour vous donner une idée d'échelle, ici on a 7 km de ouest en est, qui est à peu près l'Arc de Triomphe jusqu'à Défense. Ce qui explique pourquoi en fait le campus urbain est décomposé de plusieurs sous-campus ou sous-quartiers qui sont reliés entre eux par un système infrastructurel, donc les transports communs, un système de parc qui prend aussi en charge les systèmes hydrologiques au nord. Et ce que vous voyez en jaune, c'est la chaîne des espaces, la chaîne des lieux majeurs, donc les espaces publics qui relient les différents quartiers. C'est important pour la suite. Donc, si on passe à la prochaine slide, voici, on est dans le carré blanc, donc le quartier de l'école polytechnique, qui a à peu près 230 hectares de surface, sur laquelle on développe presque 900 000 mètres carrés, qui est du coup un mélange mixte, bien mixte, développement économique, d'enseignement supérieur, de recherche, mais aussi de logement et les équipements et les commerces qui vont avec. En rouge, vous voyez du coup l'emplacement dans ce quartier, ces deux lots. Et ce qui est peut-être aussi quelque chose qu'on peut voir sur cette planche, c'est qu'en fait, on a un peu deux ailes, l'aile ouest qui est vraiment quasiment construite neuve, et l'aile est qui est plutôt le campus historique de l'école polytechnique qui se transforme au fur et à mesure. Si on passe au prochain slide, on est zoomé sur l'aile ouest avec, à l'échelle urbaine, en fait, une logique très forte qui guide un peu le développement de ce quartier. C'est-à-dire qu'on avait envie collectivement de développer un quartier mixte, dense, avec des distances à pied faisables, vous vous rappelez, à la plus grande échelle. Pour le faire, en fait, on avait compris qu'il y a certains éléments du programme à grande échelle qui rentrent pas avec lesquels on a du mal à les faire rentrer dans cette logique. Donc, eux, ils sont construits dans la lisière nord et sud. Donc, ici, ça, c'est ce qui est affiché en couleur à gauche. Et à droite, on a la bande centrale qui est du coup le cœur du quartier, mixte, dense, avec une granulométrie plus petite qui cherche vraiment à faire vivre. C'est dans ce quartier-là que vous allez développer votre projet. On passe à la prochaine planche. La morphologie urbaine, et c'est quand même important parce que c'est assez fondamental et vous allez refermer les îlots. C'est le principe d'îlot à court pour lequel on s'est inspiré, on ne l'a pas inventé bien sûr, on s'est inspiré de la ville d'Oxford parmi d'autres, qui a l'avantage en fait de faire
avec les bâtiments la distinction claire entre l'espace public et l'espace privé commun. Ces deux statuts, ce sont les seuls deux statuts qu'on a pour l'espace extérieur, ce qui explique aussi qu'on serait à la recherche des espaces privés en étage à l'échelle des différentes appartements. Si on va à la prochaine slide, donc les deux lots. Le lot P21B, ou ici, donc, ça a été déjà dit, vous vous trouvez dans le cœur quartier, proche de la gare, entouré de l'espace public. Voilà, le quartier, juste une image pour ceux qui connaissent pas ou pas bien. Donc ici, on a l'état d'avancement avec en bleu donc les deux gabarits ou des lots à construire. Donc vous comprenez que le quartier commence à vivre et donc cette importance de gestion de chantier et qu'on fait vraiment appel à vous à y faire attention dès maintenant. Les espaces publics qui traversent le site. Ici, on a le cours Pierre Vasseur. Donc, c'est un maille central avec les espaces circulés le long de la façade, un cœur planté avec des petits placettes légèrement programmés. On passe au prochain slide, qui traverse du coup, qui sépare les deux lots. Et le profil des rues nord-sud. Ce qui est peut-être juste important à dire, c'est que c'est un sur deux rues qui sera circulé. Voilà. Donc, cette maille centrale a des élargissements de temps en temps. Et cette maille centrale, elle constitue, parmi d'autres, donc cette chaîne des lieux majeurs. En fait, sur le pied du bâtiment P21B, on a une square, une petite place publique. Principalement dédié à l'usage vraiment de famille avec quelques jeux pour enfants, plutôt des petits enfants. Mais c'est pas le grand aire de jeu, mais donc c'est vraiment un espace un peu à côté des flux, un peu plus calme, sur lesquels on peut se reposer, qui est bien orienté. Donc le lot P21B, c'est le lot qui va venir fermer en fait l'îlot qui est principalement formé par le bâtiment conçu par Brüter et Baukunst, dont certains d'entre vous connaissent, un bâtiment que certains d'entre vous connaissez certainement parce qu'il a gagné l'équerre d'argent. Donc aussi, ici, ça pose certaines questions. On ne va pas rentrer dans tout le détail. Peut-être c'est important de dire qu'ici, particulièrement, cette parcelle est plutôt contrainte parce qu'elle ne fait que 17 mètres de largeur. Nous, on a quelques questions qu'on se pose pour ce lot. Comment on va traiter ce rez-de-chaussée? À la fois, on a la volonté de s'insérer dans l'architecture de celui de Brüter et Baukunst en sujet de porosité pour vraiment en fait, respecter ces principes qui sont mis en place par ces concepteurs, mais on se pose aussi la question comment on peut activer, comment habiter le rez-de-chaussée à côté de ce square. Donc, on vous encourage déjà, lors de la phase de votre lettre de motivation, de peut-être amener des éléments là-dessus. Et pour le lot C22, donc il vient fermer un lot aussi de résidences étudiantes conçues par Canal Architecture. Vous allez voir que celui-là est du coup bien plus grand et je pense que la recherche ici, ça serait vraiment celui de la granulométrie des bâtiments. La particularité de ce lot-là, c'est qu'on veut que la consultation est construite ainsi qu'on va faire travailler un binôme d'architectes pour en fait contribuer à cette file un peu plus variée et séquencée. Donc, juste pour finir, quelques attentes particulières pour ces lots. Donc, comme l'avait dit déjà Marianne, on est vraiment à la recherche de logements de qualité. Bon, c'est aussi à vous de nous dire ce que sont les logements de qualité. Nous, on a un référentiel aussi. Mais donc, on est à la recherche de typologies innovantes et des richesses de variation. On est convaincu que c'est important. La création d'espaces extérieurs privés et communs de qualité. Et bien penser en fait la forme, la morphologie, la spatialité afin de maximiser l'éclairement naturel et ventilation naturelle.
On est, dans ce contexte, à la recherche d'architecture rafraîchissante, mais en même temps aussi cohérent avec ce qui est déjà là, parce qu'on veut faire un quartier cohérent. On vous encourage, comme l'avait déjà dit Charlie, à choisir des matériaux de qualité, noble, pérenne, mais aussi en accord avec les ambitions de développement durable. Et dans sa globalité, en fait, on vous encourage à intégrer, à vraiment faire une démarche intégrée de conception durable dès la phase esquisse. Voilà. Pour finir, donc Francesca va vous détailler les modalités de la consultation. Oui, voilà. Bonjour à tous. En effet, maintenant, quelques mots sur les modalités de consultation. Donc, pour le choix des maîtrises d'œuvre, on a lancé un seul appel à manifestation d'intérêt pour les deux lots, P21B et C22A, en sachant que pour le lot P21B, la maîtrise d'œuvre sera constituée par une seule agence d'architectes et pour le lot C22A, au vu aussi de sa configuration urbaine, par un binôme. Et nous, on souhaiterait, si possible, pouvoir avoir une agence un peu plus senior et une agence un peu plus junior. Le dossier de consultation, comme vous allez le voir, est composé par le règlement de l'AMI, donc un tableau de candidature à compléter par les architectes où donc chaque architecte marquera la préférence du lot pour lequel ils vont candidater, donc soit le lot P21B ou le lot C22A ou les deux. Et pour le lot C22A, il faudra indiquer donc également le nom du binôme. Ensuite, un cadre de présentation des références à compléter et ici, petit rappel, comme on le dit également dans le règlement de consultation, seulement les références qui seront présentées au sein de ce cadre de présentation seront prises en compte et analysées par nous-mêmes. Ensuite, donc une brochure qui présente un peu la ZAC du quartier de l'école polytechnique, un schéma d'aménagement de la banque centrale où vous allez retrouver des éléments que Peter vient d'évoquer, le référentiel donc qualité logement que nous avons établi en concertation aussi avec nos maîtrises d'œuvre et que donc où on raconte un peu qu'est-ce qui est pour nous la qualité du logement qu'on cherche. Et également, vous y trouverez les fiches de lot des lots P21B et C22A et un plan type de la colocation pour personnes handicapées. Et c'est un plan spécifique au lot P21B où, comme Marianne le disait tout à l'heure, on a en fait de l'habitat inclusif OR+1. Donc, les architectes doivent nous remettre un dossier qui sera composé donc, par une note de motivation qui explique un peu les raisons pour lesquelles répondre à cette AMI, un lien avec la programmation, bien entendu, et le contexte urbain, une présentation de l'agence et des moyens techniques et humains, 4 références, dont une à minima livrée, le tableau de candidature que j'évoquais tout à l'heure, un justificatif d'inscription à l'ordre des architectes. Pour rappel, et c'est très important à retenir aujourd'hui, pour les binômes, chaque agence devra nous remettre un dossier complet. Seulement, la note de motivation va être la même pour les deux agences composant le binôme. Et dans cette note, il sera important de nous justifier aussi le choix du binôme. Si on passe à la voilà, pour le choix d'opérateur, donc on lance aussi une seule consultation pour choisir un seul opérateur qui réalisera à la fois le lot P21B et C22A. Donc, le dossier de consultation, vous y trouverez des pièces qui sont égales à celles du dossier de consultation pour l'AMI, donc le règlement de consultation, le cadre de présentation des références, là aussi, à bien se tenir à ce cadre-là, autrement les références ne seront pas analysées, la brochure de la ZAC du quartier de l'école polytechnique, le schéma d'aménagement de la bande centrale. Là, donc, on vous demande de commenter, donc vous y trouverez une trame associée au référentiel qualité logement pour que vous puissiez commenter un peu les différents items que vous y retrouverez dans le référentiel. Donc, un bilan promoteur simplifié type à compléter aussi par vos soins. Une promesse de vente type, un projet de cahier des charges de cession des terrains et les fiches de lot, des lots P21B et C22A. Le dossier que vous allez nous remettre sera composé par un courrier de candidature,
une note qui expose bien la compréhension des enjeux et des objectifs qui ont été détaillés tout à l'heure. Une note méthodologique où pour nous c'est important que vous y mettez un focus sur l'organisation donc du chantier propre. Donc quel est le lien que vous allez mettre en place entre architectes, constructeurs et promoteurs, et aussi le lien entre le bailleur et l'opérateur d'habitat inclusif. Là aussi, donc 3 références de projets livrés ou lauréats, donc un minimum un livret, le bilan promoteur complété, l'acceptation des clauses de la promesse de vente et du 3CP, le commentaire, donc comme je vous disais tout à l'heure, de la charte qualité logement et les documents juridiques et financiers dont vous trouverez le détail dans le règlement de consultation. Un mot également donc, sur le déroulé de la consultation. Donc, on a dit tout à l'heure qu'une toute première phase de cette consultation a eu déjà lieu, c'est-à-dire la sélection du bailleur qui achètera en BFA le programme de logements sociaux. Donc, depuis le 5 juillet, on a lancé en même temps l'AMI pour les 2 lots et la consultation promoteur-opérateur pour les 2 lots également. Donc, à l'issue de l'AMI, on va constituer 2 listes d'agences référencées. Donc, une liste d'agences pour le lot P2A et une liste de binômes d'agences pour le lot C2A. Et à l'issue de la consultation opérateur, on choisira 3 opérateurs retenus pour leur remettre une offre. Donc, à ce moment-là, nous allons transmettre les 2 listes d'architectes aux opérateurs qui pourront choisir dans ces listes donc un architecte pour le lot P2A et un binôme d'architectes pour le lot C2A. Et je rappelle qu'il y a l'exclusivité des architectes et ce sont les architectes qui choisiront le promoteur avec qui partir si jamais ils sont choisis par plusieurs promoteurs. Donc, une fois ces 3 groupements constitués, les archis et l'opérateur vont nous proposer le nom d'un paysagiste qui donc intégrera le groupement. Et donc, les 3 groupements ainsi constitués vont travailler pour nous remettre une offre. Et nous, on se réserve le droit aussi d'organiser des ateliers avant la remise des offres pour essayer d'arriver à des offres qui nous conviennent. Donc, les offres seront constituées d'un projet dans son ensemble, donc qui inclut une esquisse architecturale, la programmation, le bilan promoteur complet, cette fois-ci, le montage et la démarche environnementale. Et ensuite, si besoin, on organisera aussi des auditions et encore si besoin, ensuite, on prendra aussi un temps d'ajustement. Un mot aussi sur le planning. Donc voilà, on a lancé la consultation au promoteur et l'AMI architecte le 5 juillet 2023. Donc l'idée, c'est que vous allez nous remettre des réponses le 6 septembre. Donc, on vous laisse, disons, 4 semaines si on neutralise le mois d'août. Ensuite, l'objectif, c'est de sélectionner les candidats admis en phase offre et la constitution des listes des architectes en début d'octobre pour donc une constitution des groupements promoteurs-concepteurs à la mi-octobre. Donc, à ce moment-là, lancer la phase offre. Et ensuite, on laissera les 3 groupements retenus travailler pendant 8 semaines pour donc recevoir les offres à la mi-décembre, avec un objectif de sélection du groupement donc promoteur, concepteur, paysagiste, lauréat en début d'année 2024. Pour rappel, l'objectif de livraison de cette opération est au premier trimestre 2027. Juste pour conclure, un mot sur comment faire pour candidater. Donc, il y a sûrement certains d'entre vous qui nous ont déjà adressé la demande par mail. Donc, pour qui ne l'a pas encore fait, il faudra nous adresser un mail à l'adresse que vous voyez apparaître à l'écran, donc avec un objet bien marqué quel est le dossier que vous souhaitez recevoir, consultation opérateur ou AMI architecte. Pour le dépôt de dossier, faites attention parce qu'il y a 2 modalités différentes pour les archis et pour les opérateurs. Donc, pour les maîtrises d'œuvre, donc les architectes, ils vont nous envoyer les dossiers à la même adresse électronique.
alors que les opérateurs, on demande un envoi du dossier à l'adresse postale qui vous retrouverez dans le règlement de consultation. Donc, pour pouvoir disposer du dossier au format papier, également, on vous demande de le mettre sur une clé USB pour l'avoir aussi au format informatique. Et la date de limite de dépôt des dossiers est le 6 septembre à midi. D'ici là, vous avez bien entendu la possibilité de nous poser des questions jusqu'à 10 jours avant la date limite de réception des candidatures, toujours aux mêmes adresses électroniques. Et les réponses vous seront adressées à l'ensemble des candidats par mail. Voilà. Merci beaucoup, Francesca. On a quelques questions qui ont commencé à être mises dans le chat. Moi, j'en vois 3 pour l'instant, c'est ça, Romain ? N'hésitez pas à en rajouter. Donc, première question, le tableau et les références sont propres à chaque membre du binôme ou commun? Donc, ça, il faut le répéter. Oui, alors comme je vous disais tout à l'heure, chaque membre du binôme devra nous rendre un dossier complet, donc avec seulement la note de motivation qui va être 2 fois dans les 2 dossiers, mais qui sera la même pour les 2 architectes. Donc, chaque architecte du binôme devra nous rendre les références, la note de motivation et toutes les pièces demandées. Voilà. Deuxième question, pour le choix des bureaux d'études, combien en attendez-vous et quel type et combien de bureaux d'études attendez-vous? Donc là, c'est vraiment pour l'ensemble du groupement et c'est beaucoup pour la deuxième phase, hein, comme on l'a dit, mais vous pouvez effectivement, côté promoteur, commencer à esquisser les choses et aussi, côté archi, commencer à expliquer, par exemple, dans la note de motivation, ce qui vous semble important. Là, c'est vraiment lié à la notion de construction hors site. On a imaginé qu'il pouvait être très important d'avoir cette intégration dès le départ de la conception, et Peter l'a rappelé, des enjeux environnementaux notamment et des enjeux constructifs. Donc, on n'a pas listé à dessein la liste des bureaux d'études que l'on souhaitait voir. On vous fait confiance pour les proposer. Et la dernière question, c'est le montant de la participation. Que voulez-vous dire par là? Est-ce que vous pouvez préciser? Le montant de la participation, c'est-à-dire, c'est... Il y a une main qui se lève. Ah, peut-être on peut donner... C'est Claire P. Je peux lui donner la parole si elle veut parler. Est-ce que c'est pour la génération des concepts? ZAC pour équipement. C'est Regina Taylor. Comme en fait, oui, il n'y a pas la taxe d'aménagement, je voulais savoir quel était le montant de la participation dans la ZAC, parce que j'ai vu qu'il fallait au niveau du chauffage urbain, il y avait une participation pour le raccordement, mais après au niveau de la ZAC... Alors, je comprends. Donc effectivement, il y a une charge foncière fixée pour l'ensemble des produits. Pour l'équipement public, il n'y a pas de charge foncière. Elle est neutralisée. Et parce qu'après c'est précisé, dans les attentes, je lis en même temps les questions. Donc pour la crèche, la charge foncière est à 0 et pour l'habitat inclusif, on l'a précisé, je pense, elle est au même prix que pour le logement locatif social. Donc on n'attend pas de proposition de votre part. Par contre, effectivement, il y a d'autres participations qui viennent s'ajouter à la charge foncière qui sont la participation de raccordement au réseau de chaleur et une participation aussi pour la contribution aux eaux pluviales si vous ne respectez pas la gestion de l'eau à la parcelle en totalité. Et là, toutes les règles sont expliquées dans le 3CT et ses annexes. Et puis, il y a une participation, une contribution à la mise en place des points d'apport volontaires sur l'espace public, donc là aussi, les montants sont précisés dans le cahier des charges de cession de terrain. Vous retrouverez les valeurs dans le cahier des charges et les modalités. J'avais vu également le CODIC, c'est ça? Oui, il y a un CODIC, effectivement, qui est la contribution à des frais de chantier communs qui seraient supportés à l'échelle de la bande centrale, qui sont la mise en commun de certains frais qui concerne plus le moment du chantier. Merci. Une autre question concernant les parkings. Donc, concernant les parkings demandés pour les logements en accession, que signifie cette expression figurant dans le RC? Oui, effectivement.
Les places de stationnement réalisées en sous-sol de la construction seront comptées pour 1,25 au titre des places exigées selon les normes définies ci-dessus. C'est le strict report de ce qui est inscrit dans le PLU de Palaiseau sur la zone UX qui concerne cette opération, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les places sont construites en sous-sol dans cette zone, eh bien, les places qui sont construites en sous-sol sont comptées comme 1,25. Donc, si vous construisez 5 places, ça va compter pour 4 places, ça va compter pour 5 plutôt. Oui, je pense que c'est ça dans l'objectif PLU. Voilà, c'est l'application du PLU de Palaiseau. Je vous invite à lire dans le détail le règlement de la zone si vous souhaitez plus de questions. Mais ça permet, en fait, quand on réalise un parking souterrain, de réaliser un petit peu moins de place que ce que donnerait la stricte application de la règle, une place pour 60 mètres carrés de surface de plancher. Dernière question, donc y a-t-il également une note de motivation pour le lot P2-1B en agence seule? Oui, bien sûr. Donc vous fournissez, si vous voulez candidater sur les deux lots, vous fournissez une note de motivation pour le lot P2-1B et une note de motivation qui, elle, sera commune avec votre binôme pour le lot C2-2A. Donc oui, si vous candidatez aux deux lots, ça fait 2 lettres de motivation, une que vous faites tout seul, une que vous faites avec votre binôme. Nouvelle question. Des études de sol et de pollution ont-elles été réalisées sur les assiettes foncières des opérations? Oui, elles seront transmises pour la phase offre. Pouvez-vous nous communiquer le montant budgétaire des travaux estimatifs? Non, on vous laisse. On fixe la charge foncière, on vous laisse estimer le budget des travaux. La note détention est-elle commune pour le binôme d'agence? Oui, là je crois qu'on l'a bien précisé. C'est une note commune pour le binôme d'agence pour le lot C2-2B. Voilà, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Il nous reste 5 minutes, il y en a quelques-unes supplémentaires, mais sinon, on vous remercie beaucoup de votre attention. Je tenais juste à dire, évidemment, ce n'est pas dans ce genre de configuration, vous êtes plus de 80 que les questions se posent, on le sait traditionnellement. Les dates vous ont été indiquées, limite de réception des questions, soit des maîtres d'ouvrage, parce que j'ai senti plus des questions des maîtres d'œuvre, là, qui ont été posées ces 10 jours avant, hein, Francesca, ce que tu rappelais. Je redis aussi, je le redis pour mes troupes, et peut-être Charlie, tu le rediras pour ton maire, qu'à partir de maintenant, et hormis ces questions techniques sur lesquelles nous nous engageons à répondre collectivement, à part souci d'équité avec l'ensemble du collège que vous représentez, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, nous ne prenons plus de réunions de rendez-vous en tête-à-tête. C'est une règle qui s'impose. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 4 consultations qu'on a lancées, donc pratiquement, ça veut dire qu'on ne ferait que ça. Et puis 2, je pense que par quand même souci d'équité, de transparence, nous ne privilégierons pas de tête-à-tête sur ces consultations-là. Évidemment, toutes les questions à caractère technique pour vous permettre de constituer des offres qui soient acceptées sur le strict plan administratif, hein, s'il manquait des choses, etc. C'est ouvert et les réponses, je pense, seront collectives. Oui, on va les adresser à l'ensemble. Collectivement, oui, à toutes celles et ceux qui auront retiré le dossier. Donc voilà, pour ce qui nous concerne, hein, ce n'est pas une animosité, ce n'est pas qu'on ne veut pas vous recevoir. Il y a quand même aussi un élément important, on l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas été souligné, mais c'est un travail important, je veux le saluer avec la mairie de Palaiseau concernant le choix du bailleur. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on a abouti avec la ville qui a regardé la qualité des différents opérateurs qui étaient déjà, il y en a de nombreux opérants sur la ville de Palaiseau, et un choix que nous avons été, qu'on vous confiera plus tard, un choix que nous sommes en train d'opérer, et c'est aussi vous permettre de tous et toutes répondre ensuite avec le même bailleur à un prix de l'EFA indiqué. Donc, qui est un souci également d'équité que nous avons et qui facilitera l'analyse puisque ce critère sera neutralisé avec le prix de la VFA en réalité qui jouera. Vous construirez toutes et toutes pour le même bailleur. Et justement, sur ce sujet, si on ne vous donne pas le nom aujourd'hui, c'est qu'on leur épargne un été difficile à être contacté par 100 promoteurs et 100 architectes. On ne vous demande pas donc ce travail commun avec le bailleur à ce stade de la candidature. Par contre, évidemment, pour la phase offre, vous le connaîtrez et vous serez amenés à travailler ensemble sur la constitution de l'offre et vous pourrez adresser toutes les questions. D'ores et déjà, si vous avez des questions par rapport au prix de la VFA ou à je ne sais quoi, ou à des éléments du programme pour l'habitat inclusif, vous nous les adressez à nous et on vous y répondra, évidemment en collaboration avec ces acteurs
qui donc suivent pour l'instant la consultation en masqué, mais qui interviendront de manière beaucoup plus active à partir de la phase off. Je ne sais pas que c'est en masqué. Non, mais je veux dire en second. Charlie, je te repasse la parole si tu voulais également conclure ou redire un mot au nom de la ville et du maire. Non, je n'ai pas plus à rajouter. Je souhaite juste bon courage à tous les maîtres d'œuvre et les promoteurs qui vont du coup avoir à minima une partie de l'été un peu studieuse pour répondre de la meilleure des manières possibles aux différentes exigences qu'on porte collectivement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, on n'a plus de questions. Non, merci. Ça ne m'avait pas. Je pense que c'est bon. Eh bien, bel été à toutes et tous. Et puis, au plaisir de se retrouver à la rentrée 2023. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et au revoir.